Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24 qui a pour cadre aujourd'hui Addis Abeba, la capitale d'Éthiopie, qui accueille le 28e sommet de l'Union africaine. Nous recevons aujourd'hui le président du Niger, M. Mahamadou Issoufou. Bonjour. Bonjour. Vous venez de participer, avant d'arriver ici, à une réunion à Brazzaville consacrée à la Libye. J'ai presque envie de vous dire la énième réunion des Africains consacrée à ce conflit. Mais est-ce que la solution à la crise libyenne n'est pas plutôt au Qatar ou aux Émirats qui soutiennent les chefs de guerre libyens? Bien, je vous remercie. D'abord, la question que vous me posez est l'occasion pour moi de dire que la question de la crise libyenne montre bien combien la gouvernance politique mondiale n'est pas démocratique. Parce que quand il y a eu cette intervention en Libye en 2011, nous qui sommes les pays voisins, nous n'avons pas été consultés. Or, c'est nous qui en subissons aujourd'hui. C'était une erreur? C'était une erreur, absolument. C'est nous qui en subissons aujourd'hui les conséquences. Alors, nous étions effectivement au Congo, à Brazzaville, dans le cadre de la réunion du comité de haut niveau mis en place par l'Union africaine pour apporter une contribution à la sortie de crise en Libye. Et je pense que, pour répondre à votre question, la solution n'est nulle part ailleurs qu'en Libye même. C'est au niveau des Libyens qu'il faut créer les conditions du consensus de sortie de la crise en Libye. Mais il ne faudrait pas associer ces deux pays que je viens de citer? La réunion que nous avons tenue a été très claire. La réunion que nous avons tenue a mis en place une feuille de route qui prévoit la réconciliation au niveau de l'ensemble des Libyens, qui prévoit donc la mise en place d'institutions consensuelles. Et la réunion a mis aussi l'accent sur la nécessité de dire aux pays qui s'ingèrent dans la crise libyenne d'arrêter l'ingérence dans la crise libyenne. Nous avons considéré que les pays qui ont des agendas pour la Libye doivent cesser d'interférer dans les questions libyennes. Et nous n'avons pas d'agenda, nous n'avons pas d'autre agenda que la stabilité politique de la Libye. La Libye est aussi le refuge de l'État islamique. On l'a vu avec la bataille de Sirte, mais également dans le sud de la Libye. Mais que faut-il faire là? Est-ce que ce n'est pas une intervention militaire? Tout cela était bien sûr à craindre. Quand il y a eu cette crise en 2011, nous avions déjà attiré l'attention sur les risques de chaos en Libye, sur les risques que le pouvoir se dissolve en Libye, sur le risque également que le pouvoir tombe entre les mains d'intégristes. Là, vous venez de mentionner la présence de Daesh. Fort heureusement, Daesh a été chassé de Sirte. Mais malheureusement, les terroristes sont toujours présents en Libye parce qu'il n'y a pas de pouvoir central capable de faire respecter l'autorité sur l'ensemble du territoire libyen. Alors pour parler de terrorisme et pour parler également de la Libye, puisqu'il y a un lien, la situation au Mali se dégrade, non seulement dans le nord, on le sait, mais maintenant dans le centre du pays, donc pas très loin de vos frontières au Niger. Est-ce que vous êtes inquiet? Je suis très inquiet et c'est pour cela que je disais que ce n'était pas normal que cette intervention ait été faite en Libye sans nous consulter, parce que comme vous le savez, la situation actuelle au Mali est une conséquence de la crise libyenne, parce que c'est de la Libye qu'étaient partis un certain nombre de forces qui ont réclamé l'indépendance du Nord Mali, et ces forces s'étaient alliées aux djihadistes et ils ont sémé donc le chaos dans le nord du Mali. Et ce chaos, malheureusement, influe sur la sécurité de l'ensemble de la région, puisque c'est à partir du Mali aujourd'hui, non seulement que le centre Mali est attaqué, à partir du Nord Mali, mais également les pays voisins. Le Niger est régulièrement attaqué à partir du Mali. Et c'est pour ça que vous avez mis cette force d'intervention. Il y a eu les attentats de Ouagadougou, les attentats de Bassam en Côte d'Ivoire. Tout cela vient du Mali. Et c'est pour cela, compte tenu du fait que la menace descend vers le sud, que nous avons décidé, au niveau des 3 pays du Liptako-Gourma, de mettre en place une force multinationale de sécurisation. Donc le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Burkina,
afin d'endiguer la menace qui est en train de descendre vers le sud de la région. Monsieur le Président, vous avez vu ici à Addis Abeba le nouveau secrétaire général des Nations Unies. Je sais que vous êtes un petit peu dubitatif sur l'efficacité des casques bleus de la MINUSMA au Mali. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Alors ce que nous lui avons demandé, c'est que la MINUSMA ait un mandat offensif effectif. Je dis effectif parce que pour l'instant, le mandat offensif donné par le Conseil de sécurité est offensif sur le papier. Mais la MINUSMA n'est pas équipée pour assumer ce mandat offensif qui lui est confié par le Conseil de sécurité. Donc nous avons demandé au secrétaire général des Nations Unies de prendre des dispositions pour que la MINUSMA soit effectivement équipée en conséquence afin qu'elle puisse travailler efficacement en rapport avec les autres forces qui combattent le terrorisme au Nord Mali, que ce soit la force Barkhane ou les armées nationales, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne et la force multinationale de sécurisation du Liptako Gourma à laquelle on a fait allusion tout à l'heure. En même temps, j'ai fait remarquer que comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation au Mali est une conséquence de la crise libyenne. Or, la crise libyenne, nous ne l'avons pas voulu, nous ne l'avons pas créée, c'est d'autres qui l'ont créée. Donc vous la subissez. Et nous la subissons. Et ça renvoie à la question de la gouvernance, encore une nouvelle fois, politique mondiale, qui n'est pas démocratique. Parce que souvent, on nous fait des reproches en Afrique. On nous donne des leçons de démocratie. Mais la gouvernance politique mondiale n'est pas démocratique. Et donc, il faut des réformes à ce niveau-là. Des réformes au plan politique, réformes du Conseil de sécurité, réformes de l'Assemblée générale des Nations unies, réformes aussi économiques, puisque on sait désormais qu'il y a une liaison que tout est lié, qui existe entre sécurité et développement. Alors, sur un autre front au Niger, dans l'est de votre pays, autour du lac Tchad, le front de Boko Haram, là, on a l'impression que l'armée nigérienne a gagné des points et vous enregistrez même des redditions de combattants de Boko Haram. Est-ce que vous estimez que sur ce front-là, vous avez en partie gagné la bataille? Alors l'armée nigérienne a marqué des points, mais c'est de manière générale la force mixte multinationale qu'on a mise en place au niveau du bassin du lac Tchad avec le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. C'est cette force-là qui a marqué des points contre Boko Haram, qui a été très fortement affaiblie. Dans tous nos pays aujourd'hui, on enregistre des redditions des gens de Boko Haram, en particulier au Niger. Au Niger, nous avons déjà enregistré une centaine d'éléments de Boko Haram qui ont fait leur reddition. Et nous avons lancé un appel à tous les éléments de Boko Haram qui veulent se rendre, de déposer effectivement les armes. Nous leur garantissons l'intégrité physique, nous garantissons également leur réinsertion dans la vie socio-économique. Et de plus en plus, donc, nous avons ces redditions-là. Et en plus, ce qui montre bien que Boko Haram est affaibli, c'est qu'aujourd'hui, Boko Haram est divisé. Il y a deux factions, celle de Shekau et celle de Al-Barnawi. Et ces deux factions s'entretuent entre elles. Ça, c'est un indicateur fort qui prouve bien que Boko Haram est en voie d'affaiblissement. Très rapidement, une question sur les migrations. Est-ce que vous êtes favorable au projet de l'Union européenne qui veut négocier avec un certain nombre d'États africains des projets de réadmission? Votre voisin malien n'en veut pas. Quelle est la position du Niger, très rapidement? En fait, le problème de migration, il faut le poser de manière plus globale. Vous vous rappelez qu'on a fait un sommet entre l'Europe et l'Afrique à La Valette, qui a posé un peu les grandes lignes des actions qu'on doit mener pour lutter contre la migration irrégulière. Ce n'est pas contre la migration de manière générale qu'il faut lutter, mais contre la migration irrégulière. Et ce sommet a bien mis l'accent sur le fait qu'il faut même encourager la migration régulière. Et le sommet également s'est penché sur les causes profondes des migrations et a conclu qu'il fallait que les différents pays, que ce soit les pays d'origine des migrants ou les pays de transit et les pays de destination, il faut que ces pays-là partagent la responsabilité de lutter contre la migration irrégulière. Et au Niger, nous sommes très engagés à lutter contre ça. Vous avez d'ailleurs été félicité par l'UE. De la question du retour des migrants dans leur pays d'origine, nous sommes très fortement engagés pour deux raisons.
Deux raisons essentielles. La première raison pour nous de nous engager dans ce combat-là, la première raison est morale. Parce qu'on ne peut pas supporter que des milliers et des milliers d'Africains meurent dans le désert. On ne peut pas supporter que des milliers et des milliers d'Africains se noient en Méditerranée. Vous savez, en 2015 et 2016, il y a eu près de 10 000 Africains qui se sont noyés en Méditerranée. Le dirigeant que je suis ne peut pas supporter ça. Donc pour cette raison morale, le Niger est très fortement engagé dans la lutte contre la migration irrégulière. Mais nous sommes engagés également parce qu'il y a une autre raison qui est sécuritaire. Parce que les passeurs qui font passer les migrants du Niger, qui est un pays de transit, vers la Libye, reviennent au Niger avec des armes. Donc ça pose un problème de sécurité pour le Niger. Monsieur le Président, une dernière question. Un reportage de France 2 a fait récemment le lien entre la libération des otages d'Arlit et l'assassinat de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Vous partagez cette analyse? Il y a un lien? Écoutez, moi je ne rentre pas dans les querelles franco-françaises. Je ne rentre pas dans ces querelles-là. Je n'ai pas de preuve qu'il y ait un lien entre la libération des otages et ce qui s'est passé, l'assassinat des journalistes. Il n'y a pas eu trop d'émissaires, des détournements de fonds, de rançons? Vraiment, permettez-moi de ne pas rentrer dans les querelles franco-françaises. Monsieur le Président, merci. Merci à vous. L'information continue sur France 24.